Les funérailles de mon grand-père millionnaire n'étaient même pas terminées que mes parents, qui m'avaient ignoré toute ma vie, ont intenté un procès pour récupérer tout son héritage. Je me souviens d'avoir fixé les papiers, mi-incrédule, mi-furieuse. Mais le véritable choc est survenu plus tard, dans cette salle d'audience glaciale du Massachusetts. Ma mère a levé les yeux au ciel dès que je suis entrée, comme si elle savait déjà qu'elle allait gagner. Puis le juge a levé les yeux, s'est figé et a dit « Attendez, les accusations sont contre vous. » Un silence de mort s'est abattu sur nous. Mes parents nous ont dévisagés, perplexes. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment ni de ce que j'attendais de faire depuis des années. J'ai grandi dans une famille où l'amour se mesurait en silence. Mes parents, Diane et Scott Morrison, vivaient à 2 États de distance, mais c'était comme s'ils vivaient sur une autre planète. Ils étaient du genre à envoyer des cartes postales plutôt qu'à téléphoner, à ne venir à Noël que lorsqu'il y avait un appareil photo. Quand j'avais 3 mois, ils m'ont confié à mes grands-parents pour quelques semaines seulement. Ces semaines se sont transformées en décennies. Mon premier souvenir n'est ni le parfum de ma mère, ni la voix de mon père. C'est la cuisine de ma grand-mère, Hélène. L'odeur du beurre fondu, le doux bruit de sa cuillère en bois contre le bol, son rire quand j'en ai éparpillé partout, éparpillant des pépites de chocolat. Les meilleurs biscuits sont ceux qui contiennent trop de tout, disait-elle. Elle ne me grondait jamais, ne soupirait jamais comme si j'étais un fardeau. Pour elle, j'étais juste ce qu'il fallait. Mon grand-père, le juge William Parker, était un homme de discipline et de bonté. Chaque soir, il rentrait du tribunal, encore en robe, posait sa mallette et demandait « Qu'est-ce que mon avocat stagiaire préféré a appris aujourd'hui ?» Je lui montrais mes dessins au crayon et il les étudiait comme des documents juridiques. Je croyais que toutes les familles étaient comme ça jusqu'à mon entrée à l'école. Les autres enfants avaient leurs parents à leur match de foot, à leur pièce de théâtre, à la réunion de rentrée. Moi, j'avais 2 chaises vides et une grand-mère qui agitait la main 2 fois plus fort pour compenser. Quand j'ai demandé pourquoi mes parents ne venaient pas, grand-mère a répondu « Ils sont occupés, ma chérie. » Je voulais la croire. Mais même à 7 ans, je sentais le fossé se creuser, comme une fissure dans un mur que personne ne voulait réparer. Les rares fois où ils venaient, c'était toujours la même chose. Diane arrivait en talons de créateur, m'embrassait la joue et passait toute la visite les yeux rivés sur son téléphone. Scott restait dehors à klaxonner pour qu'elle se dépêche. J'ai vite compris que faire semblant était leur tradition familiale préférée, mais mes grands-parents n'en ont jamais dit du mal. Grand-père disait souvent, « La justice, ce n'est pas la vengeance. Ava, c'est être présent. » Et il était là pour chaque genou écorché, chaque exposition scientifique, chaque photo de remise de diplôme. Quand les enfants à l'école parlaient d'héritage ou d'entreprise familiale, je ne pensais pas à l'argent. Je pensais à sa voix lisant des histoires du soir tirées de revues juridiques, au ronronnement régulier du vieux radiateur dans son bureau et à la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand grand-mère riait. Avec le recul, je le vois clairement maintenant. L'amour était présence, pas promesse. Une absence. L'absence était un choix. Alors, à sa mort, quand le testament a été révélé, il m'avait tout légué. Ce n'était pas la cupidité qui rendait mes parents furieux. C'était la vérité. L'argent ne les a pas humiliés. La vérité, si. Et ils préféraient me détruire plutôt que d'affronter leurs actes. La première fissure est apparue un matin gris de Thanksgiving. J'avais 18 ans. Je rentrais de la fac pour faire une surprise à ma grand-mère. Elle était dans le jardin, les genoux dans la terre, à planter des bulbes de tulipes malgré le sol à moitié gelé. Le printemps vaut la peine d'attendre, souriait-elle. Au coucher du soleil, elle n'était plus là, effondrée entre les parterres de fleurs. J'ai retrouvé grand-père assis là des heures plus tard, tenant encore ses gants de jardinage. Il n'a pas pleuré. Il fixait simplement la terre, murmurant son nom comme s'il pouvait lui répondre. Nous l'avons enterré 3 jours plus tard. Mes parents sont arrivés en retard, sont partis avant la réception et n'ont jamais rappelé. Ce jour-là, j'ai cessé de leur trouver des excuses. Dès lors, les dimanches sont devenus sacrés. Grand-père et moi avons cuisiné ensemble son fameux pot-au-feu, mes biscuits brûlés, et nous avons parlé de la vérité juridique et de la façon dont les gens se cachent derrière les apparences. Il m'a dit, la loi révèle qui sont vraiment les gens, Ava. Elle l'aimait à nu. Je ne savais pas alors à quel point cette leçon prendrait tout son sens. Les années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme de droit, je suis devenu procureur,
et grand-père a suivi chaque étape de mon parcours avec la même fierté discrète. Mes parents m'ont envoyé une carte de 2 lignes. Beau travail. Fier de toi. C'était leur conception de l'amour. Puis, à 87 ans, grand-père est décédé dans son sommeil. La maison semblait plus froide sans lui, comme si les murs regrettaient sa voix. À la lecture de son testament, je m'attendais peut-être à trouver ses livres, sa montre, un objet sentimental. Au lieu de cela, l'avocat m'a remis tout, la maison de Brookline, ses économies et ses placements, plus de 3 millions de dollars au total, et une lettre scellée adressée uniquement à moi. On pouvait y lire « Tu as mérité cela non par le sang, mais par ta présence ». Je me souviens avoir serré cette lettre si fort que mes mains tremblaient. Enfin, une reconnaissance, pas une simple vérité matérielle. Mais ensuite, ce fut la tempête. 30 jours plus tard, Thomas, mon collègue et ami le plus proche, m'a appelé de son bureau. Sa voix était prudente, trop prudente. Ils ont porté plainte contre Ava. Porté plainte contre quoi? Tes parents. Ils portent plainte, pour abus de faiblesse. J'ai ri. Ils pensent que je l'ai manipulé. Ils t'accusent de contrôler un vieil homme pour son argent. Ce rire s'est transformé en une douleur aiguë dans ma gorge. Bien sûr qu'il l'avait. Bien sûr. Une nuit, je suis allée en voiture à Brooklyn. J'ai ouvert le bureau de grand-père et j'ai trouvé un dossier intitulé simplement « Paiement ». À l'intérieur, des décennies de relevés, les virements mensuels à mes parents, les notes qu'il avait prises à chaque fois qu'il demandait plus d'argent. Diane avait demandé une augmentation. L'entreprise de Scott était de nouveau en faillite. Page après page, plus de 800 000 dollars au total. Il savait que ce jour arriverait. Il m'y avait préparé. Assise dans le noir, le dossier étalé sur le bureau, j'ai murmuré. « Tu les as bien vus, n'est-ce pas, grand-père » La colère couvait en moi, froide et persistante. Ils voulaient me traîner en justice. Tant mieux. Ils allaient enfin rencontrer la femme qu'ils avaient créée. Thomas m'avait prévenu que le procès serait moche, mais même lui ne savait pas jusqu'où ils iraient. Une semaine plus tard, les gros titres commençaient à apparaître dans les journaux locaux. Fille accusée de manipulation d'un juge à la retraite. Les journalistes ne connaissaient pas encore mon nom, mais je sentais déjà les chuchotements dans les couloirs du tribunal. Les mêmes collègues qui m'avaient autrefois salué d'un signe de tête respectueux détournaient maintenant le regard. Je me souviens d'être restée assise. Tard dans la nuit, dans mon bureau, la seule lumière provenant de ma lampe de bureau, le bourdonnement de la ville en contrebas. Sur mon écran, les pages scannées des dossiers, un tissu de mensonges déguisé en chagrin. Ava Morrison avait exercé une influence indue sur son grand-père vieillissant pour s'assurer le contrôle de son héritage. Il m'avait dépeinte comme une prédatrice. Mes propres parents. Un instant, j'ai presque cru à leur version des faits. Voilà ce que la famille vous fait. Ils vous persuadent que vous êtes le méchant pour avoir enfin posé des limites. J'ai fermé l'ordinateur portable, les mains tremblantes, et j'ai attrapé la boîte que j'avais apportée de chez grand-père. À l'intérieur, les paiements, les factures, les messages qu'il avait méticuleusement conservés. La preuve de 20 ans de silence camouflé en dépendance. J'ai tout étalé sur le sol. Des reçus, des bordereaux de virements, des lettres de ma mère implorant un petit extra, des promesses jamais tenues. Chaque page était une confession, et grand-père les avait toutes gardées classées, étiquetées, datées. Mon pouls a ralenti. Le chaos dans ma poitrine s'est transformé en quelque chose de plus froid, de plus aigu. Quand Thomas est passé. Le lendemain matin, il m'a trouvé assis par terre, entouré de piles de preuves. « Je suppose qu'on va à la guerre », ai-je dit doucement. Il a regardé les papiers, puis moi. « Tu veux vraiment faire ça ?»« Je n'en ai pas envie », ai-je répondu. « Mais eux, si. Je leur donne simplement ce qu'ils ont demandé. » Cette semaine-là, nous avons monté notre dossier pièce par pièce. Témoins, chronologie, copie de chaque transfert, notes manuscrites de grand-père, ses courriels, ses bilans médicaux, autant de preuves qu'il avait gardé toute sa lucidité jusqu'au bout. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la précision. Le genre de justice en laquelle il m'avait appris à croire. Pourtant, les nuits étaient les plus difficiles. Une partie de moi, la fille, espérait encore qu'ils s'arrêtent pour s'excuser, pour se souvenir que j'étais leur enfant. Mais cet espoir s'était éteint depuis longtemps. Entre les cartes d'anniversaire restées sans réponse et les remises de diplômes oubliés. À l'approche du procès, la peur avait disparu.
Elle avait laissé place à une détermination plus inébranlable. Ils voulaient m'affronter au tribunal. Ils ne se rendaient simplement pas compte dans quel tribunal ils entraient. Le matin de l'audience, Boston était encore plongé dans le sommeil. Les rues scintillaient comme du verre brisé, et mon reflet dans la vitre du palais de justice ressemblait plus à une étrangère qu'à ma fille. À l'intérieur, le sol de marbre résonnait à chacun de mes pas, d'une marche régulière et délibérée. Je sentais des regards rivés sur moi, des chuchotements. C'est elle, la petite fille, celle qui est poursuivie en justice. Quand j'ai poussé les portes du tribunal, l'air était lourd de parfum et de tension. Ma mère était assise au premier rang, cheveux impeccables, lèvres peintes d'un rose tendre, une couleur censée évoquer l'innocence. Elle leva les yeux, me vit et roula des yeux. Un roulement d'yeux longuement répété, le même qu'elle avait fait quand j'avais 6 ans et que j'avais renversé du jus sur son manteau de marque. Mon père fixait le sol comme un homme espérant que l'invisibilité puisse le sauver. Puis le juge Brennan leva les yeux. Pendant une seconde, son visage resta impassible, comme une affaire de plus. Puis son regard se figea, la reconnaissance l'envahissant. « Attendez, les accusations sont contre vous », dit-il à voix haute avant de se reprendre. Le silence se fit dans la salle d'audience. Même ma mère cessa de faire semblant. Il s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes. « Poursuivez. » Palmer, leur avocat, se leva le premier. Voix suave, gestes théâtraux. J'avais vu ce genre de personne au tribunal des centaines de fois, le genre qui pense que le charme peut tout changer. « Votre honneur, commença-t-il. Cette affaire est une tragédie. Une fille dévouée injustement déshéritée par une petite fille manipulatrice qui a exploité le chagrin d'un homme âgé. » Il désigna ma mère du doigt. Diane s'essuya les yeux avec un mouchoir qu'elle avait probablement choisi assorti à sa tenue. Le juge Parker adorait sa fille. Palmer poursuivit, mais dans ces dernières années, il était vulnérable, confus et isolé. Ma cliente, Madame Morrison, s'est vue refuser la possibilité d'une réconciliation. Au lieu de cela, l'héritage de son père a été injustement détourné. Assise là, les mains jointes, j'écoutais. Mon pouls ne s'accéléra même pas. J'avais passé des années à affronter des hommes qui mentaient mieux que ça. Je pouvais sentir le mensonge avant même que l'encre ne sèche. Lorsque Palmer eut terminé, Thomas se leva. Pas de théâtre, juste une autorité tranquille. Votre honneur, les preuves démontreront que le juge William Parker était sain d'esprit et réfléchi dans ses décisions. Elles démontreront également que les plaignants, Madame et Monsieur Morrison, ont reçu plus de 800 000 $ de sa part sur une période de 20 ans. Des années, alors qu'elle ne venait la voir qu'une fois par an. Des murmures parcoururent la salle d'audience. Le calme de façade de ma mère se fissura légèrement. Palmer l'appela à la barre en premier. Elle ajusta son blazer, lissant des rides invisibles. « Il était tout pour moi », commença-t-elle d'une voix tremblante, comme si elle récitait un texte appris par cœur. « J'aime mon père de tout mon cœur. Nous nous parlions souvent, mais après la mort de sa femme, il s'est coupé du monde. » Thomas se leva pour l'interrogatoire. Son ton était poli et précis. « Madame Morrison, d'après le calendrier de votre père, vous lui avez rendu visite 4 fois durant la première année de sa vie. À Noël, à Pâques, à son anniversaire et un samedi de juillet. » Est-ce exact? Ses lèvres se pincèrent. J'étais jeune. Entre 5 et 18 ans. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Il souleva un dossier. Les paiements. Votre père a consigné chaque visite ainsi que les virements mensuels à vous et à Monsieur Morrison. Plus de 800 000 $ au total. Pouvez-vous expliquer pourquoi une personne manipulée continuerait à effectuer des paiements volontaires pendant 20 ans? Sa voix se brisa. Il voulait. Pour aider. Thomas se pencha vers elle. Il l'a fait, mais seulement financièrement. Émotionnellement, vous étiez absente. Physiquement aussi. Quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois avant sa mort? Silence. Elle jeta un coup d'œil à mon père, qui détourna le regard. 3 ans avant sa mort, précisa Thomas. À son 84e anniversaire, 90 minutes, pas de gâteau, pas de photo. C'est bien ça? Elle déglutit. Oui. Il marqua une pause, juste assez longue pour que la vérité fasse mal. Alors l'homme que vous aimiez tant est mort, croyant que vous étiez trop occupé pour lui rendre visite. Et pourtant,
Vous voilà maintenant à réclamer sa fortune. Palmer objecta. Argumentative. Admis, dit doucement le juge Brennan, sans quitter ma mère des yeux. Puis vint le tour de mon père. Scott monta à la barre, les mains tremblantes. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir. Thomas fut bref. Monsieur Morrison, avez-vous assisté à la remise des diplômes de votre fille au lycée? L'université. Il hésita. Nous étions à la fac de droit, loin de chez nous. Il secoua la tête. Thomas, une photo fut projetée sur l'écran de la salle d'audience. Moi, en toge et en mortier. Grand-père au premier rang, applaudissant. Le silence était pesant. Vous n'étiez pas là, dit Thomas. Mais lui, si. Je fixai la photo, la gorge serrée. Non pas par la douleur, mais par la fierté. Palmer tenta une dernière attaque. Votre honneur, le chagrin obscurcit le jugement. Mes clients aiment leur père. Ils ont été victimes de manipulation. Le juge Brennan hocha la tête une fois. Écoutons la défense. Je me levai. Le bruit de mes talons sur le sol résonna comme un compte à rebours. Je levai la main droite, prêtai serment et me rassis. Thomas, mademoiselle Morrison, pouvez-vous parler à la cour de votre relation avec votre grand-père? Je regardai ma mère droit dans les yeux. Il m'a élevé. Il m'a appris à dire la vérité, même quand c'était difficile. Palmer intervint. N'est-il pas vrai que vous avez tiré un avantage financier de cette relation? Oui, dis-je. Mais pas comme vous l'entendez. Il m'a donné quelque chose d'inestimable, la constance. Il était toujours présent. L'avez-vous encouragé à déshériter sa fille? Je l'ai rencontré. Ses yeux. Si c'était l'héritage que je voulais, j'aurais perdu mon temps à dîner avec un vieil homme au lieu de me constituer un réseau. Mais je ne courais pas après l'argent. Je courais après la seule famille qui me restait. Le silence régnait dans la salle. Même Palmer n'avait rien à répondre. Thomas remit au juge la lettre scellée que grand-père m'avait laissée. Le juge Brennan la lut en silence, son visage s'adoucissant. Il leva les yeux. Cette lettre à elle seule en dit long. Il se tourna vers mes parents. Le tribunal conclut que le testament du juge Parker reflète ses intentions véritables et délibérées. Il n'y a aucune preuve de manipulation, aucun signe d'incompétence. La demande du plaignant est sans fondement. Le coup de marteau retentit. Affaire classée. Les frais de justice sont à la charge du défendeur. Ma mère eut un hoquet de surprise. Mon père s'affaissa sur sa chaise. Alors que la salle se vidait, elle s'approcha de moi, la voix tremblante. « Ava, s'il te plaît, on peut parler ?» Je la regardai, cette même femme qui m'avait déposé un jour et qui n'était jamais revenue. « Quoi, Diane ? Je suis ta mère. » J'ai secoué la tête. « Non, tu es la femme qui m'a donné naissance. » Ma mère s'appelait Helen Parker. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'ai rien ressenti, juste une clarté lucide. Je me suis retournée pour partir, mais je me suis arrêtée à la porte. Les lumières du tribunal se reflétaient sur le sol en marbre, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'alléger. Ils n'ont jamais su qui j'étais vraiment, ai-je murmuré. Dehors, l'air froid m'a fouetté le visage. J'ai descendu les marches du palais de justice, mes talons claquant comme la ponctuation d'une histoire enfin terminée. Quand je suis sortie, le ciel avait pris une teinte argentée pâle, celle qui précède la neige. Des journalistes attendaient près des marches, leurs micros clignotant comme de minuscules armes. Je les ai traversés sans un mot. Pas de déclaration, pas de discours de victoire, juste le bruit de mes talons perçant le brouhaha. De retour dans ma voiture, j'ai enfin expiré. Pour la première fois, le silence n'était pas pesant. Il était mérité. Grand-père disait toujours, « La justice est lente, mais elle arrive toujours à l'heure. » Il avait raison. Il aura fallu 32 ans. Les semaines qui suivirent le procès furent calmes. Mes parents disparurent de tous les médias, de ma vie, de tout. Plus d'appels, plus d'excuses, seulement le silence, leur langage si familier. Mais cette fois, la douleur ne me transperça pas. 3 ans plus tard, je me tenais derrière le même banc où mon grand-père avait jadis siégé, vêtu cette fois de sa robe. Juge Ava Morrison, 39 ans, la plus jeune de l'histoire du Massachusetts.
Le premier jour, j'ai touché le maillet en bois qu'il m'avait légué et murmuré. On a réussi, grand-père. Les années passèrent. Les promotions vinrent, et la paix aussi. À 60 ans, je pris ma retraite. Ma dernière visite fut au cimetière de Mount Auburn, où des tulipes fleurissaient autour de 2 pierres tombales, celles de William et Helen Parker. Je me suis agenouillée et j'ai planté quelques bulbes à leur côté. Tu avais raison, ai-je murmuré. La famille, ce n'est pas une question de sang. L'important, c'est qui est présent. Et tandis que le vent soufflait dans les arbres, j'entendais presque à nouveau son rire, franc, fier et libre. La famille ne se définit pas par les liens du sang. Elle se prouve par la présence. Je l'ai appris trop tard pour sauver mes parents, mais juste à temps pour me sauver moi-même. Si vous avez déjà dû tenir tête à des personnes censées vous aimer, racontez-moi votre histoire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. D'autres vérités vous attendent.